Bonjour Marine, ça me fait vraiment plaisir de te rencontrer puisque pour une fois, c'est toi qui passes de l'autre côté. Au lieu de jouer les intervieweuses, c'est toi qui vas passer sur le grill. Alors, Merci en tout cas pour l'invitation. Effectivement, donc j'ai lancé le podcast Le Client il y a maintenant 1 an et demi. On est au 49e épisode. C'est un podcast qui parle d'expérience client, de relations clients. J'ai interviewé plusieurs secteurs d'activité, plusieurs tailles d'entreprise. Je pense que c'était vraiment ça, la volonté de départ, d'être la plus inclusive possible avec ce podcast et qu'on puisse ouvrir les chakras sur cette discipline qui, au final, touche plein de secteurs d'activité. Ça va de la fleuriste d'en bas de chez moi jusqu'au grand groupe du CAC 40. Et au milieu de tout ça, il y a encore plein d'autres choses à faire, à écouter et à apprendre les uns des autres. Voilà, je suis Marine Deck, j'ai 29 ans. J'ai monté une première boîte en sortie d'études qui s'appelait Lou Gage. Et puis, après quelques pivots, en fait, on s'est retrouvés à s'occuper de la relation client, de l'expérience client des passagers de l'aérien. C'est comme ça que j'ai commencé à pénétrer et faire mon petit chemin dans cet écosystème que je ne connaissais absolument pas, je dois l'admettre. Et puis après, il y a eu la crise sanitaire et donc forcément, on a dû arrêter, etc. Cela n'empêche que j'ai beaucoup aimé tout ce que j'ai appris sur la relation client et je me suis dit que ce serait quand même cool d'avoir un média qui nous apprend à nous, les entrepreneurs et les plus petites entreprises, ce qu'est la relation client et ce qu'on peut faire à notre échelle. Et donc, ça passait via le fait d'aller interviewer des grandes entreprises, des startups, scale-up, mais aussi la fleuriste d'en bas de chez moi. mais tu as tout à fait raison parce que il n'y a pas plus tard que 2 semaines, j'étais en fait avec Olivier Flatet, qui est responsable du centre de contact Bouygues Télécom Immobilier, et il me disait, Frédéric, est-ce que tu peux me mettre en relation avec d'autres personnes de la relation client? Parce que moi, j'adore échanger avec des gens qui sont pas forcément dans mon meilleur secteur ou dans mon secteur d'activité à moi, et c'est toujours enrichissant. Et c'est vrai que je disais, bah oui, Olivier, on se verra bien sûr au salon stratégie client. Et il y a au fait aussi les clubs clients. Et les clubs clients, c'est un moment de partage parce que c'est pas juste quand tu as un club client, tu pousses de l'information en tant qu'éditeur, mais en plus, les gens discutent entre eux, ils échangent des bonnes pratiques. Et c'est ça, en fait, qui permet vraiment d'enrichir la relation. Et comme tu me disais, ton podcast, c'est en quelque sorte, en fait, une mini learning expédition, c'est-à-dire que tu viens explorer l'entreprise de Bidule et tu essayes de retrouver un petit peu ces bonnes pratiques et c'est ce qu'ils font de mieux. Ouais, c'est clair. Mais je pense que c'est vraiment clé et que il est dans la bonne démarche. Et faut arrêter d'être consanguin en fait. À un moment, il faut aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Ça me fait toujours doucement marrer les gens qui font des benchmarks de leur propre secteur d'activité. Non, faut aller voir ailleurs. Et au contraire, c'est là où on apprend le plus de choses. Ah oui, parce que là, on le dit tout le temps, maintenant les gens ne comparent plus, leur expérience par rapport aux concurrents, mais par rapport aux meilleurs de la classe. Ils se comparent par rapport à un Amazon, ils se comparent par rapport à d'autres entreprises. Là, tu vois, il y a pas longtemps justement, j'ai un excellent exemple d'effet waouh. Tu vois? Donc, j'ai une souris, Logitech là, j'ai perdu comment dire? Petit clé USB qui permet en fait de se connecter en Wi-Fi à la souris. Et donc, en fait, forcément, j'ai essayé d'en acheter sur Internet, pas moyen. J'ai demandé au support. Le support me dit, bah non, désolé, ça n'existe pas. Est-ce que vous avez une preuve d'achat? Si vous avez une preuve d'achat, à ce moment-là, on pourra vous envoyer la souris. Alors moi, bien sûr, je l'avais acheté à la Fnac il y a très très longtemps. Je dis, bah non, désolé, je l'avais acheté et tout ça. Puis là, la personne me dit, mais attendez, on peut pas le vous faire. Et puis après, elle dit, j'ai demandé, finalement, on peut vous envoyer gratuitement le transmetteur USB de votre souris. Je dis, waouh, c'est pas possible. Et ensuite, quand j'ai reçu mon transmetteur comme ça par la poste, c'était clairement un effet waouh. Et là, clairement, bon, on arrive déjà sur le sujet de l'effet waouh, mais le fait, en fait, d'aller au-delà de ce qui est attendu permet de créer vraiment un effet fan. Et moi, clairement, j'en parle à chaque fois tout le temps, j'en parle aujourd'hui. Et le fait de pouvoir créer de l'émotion, aller au-delà des attentes et donner la possibilité aux conseillers justement de créer cet effet waouh, c'est vraiment essentiel. Mais là, aujourd'hui, on va peut-être pas parler que de cet effet waouh au niveau des agents. On parlera aussi de le fait de créer un moment.
c'est vraiment essentiel pour changer la culture client. Et toi, par exemple, tu as mis en place il y a quelque temps un système de conférences justement pour aider les entreprises à faire passer ce message que la culture client, l'orientation client, c'est un changement de cap et il faut vraiment créer un moment de vérité. Oui, c'est vrai. C'est très juste. Ça fait quelques mois maintenant. Clairement, il faut admettre que quand ce sont vos boss, votre dire, qui vous disent oui, mais ça c'est important et ça il faut changer, etc. En fait, vous les écoutez pas beaucoup, ou moins en tout cas, ça dépend de quel boss. Mais je pense que c'est important d'avoir une personne extérieure qui vient, raconter son histoire, raconter ce qu'elle a pu apprendre. Alors moi, en l'occurrence, ça passe énormément par tout ce que j'ai appris via le podcast et toute cette sensibilité au final que j'ai développée. Et donc, le fait de pouvoir se réunir à un instant clé et dire, OK, juste maintenant, on repose les bases, on va parler du client, on va parler de vous et du fait que c'est important et comment est-ce qu'on crée un cercle vertueux ensemble, etc. Quels sont les impacts pour votre business. Ça, c'est vraiment clé. Ça plaît énormément. Maintenant, je ne vais pas non plus dire que ça suffit. Ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Oui, au-delà des mots, il faut de la réalité. Autrement, ça reste encore un beau discours. Et souvent, ce que moi je vois, c'est que il faut donner une réalité. Parce qu'autrement, en fait, il y a ce fameux, cette fameuse double injonction où on se dit, d'un côté, il faut que tu fasses ton boulot, il faut que tu fasses du chiffre d'affaires, il faut que tu fasses le business. Et de l'autre côté, on dit, non, mais le client, c'est super important. Et donc, en fait, il faut aller au-delà de cette double injonction et donner une réalité vraie à ce discours où le client est au centre et donc déléguer, on l'a vu tout à l'heure là, avec mon exemple avec le technicien qui avait l'autorisation de me faire venir des États-Unis un petit dongle Wi-Fi et c'est là que tu crées un effet waouh et là moi je serai maintenant fidèle et j'en parle à chaque fois et cet effet waouh est vraiment essentiel pour aller au-delà. Euh, je dirais aussi, là, tu parles de faire intervenir des conférenciers. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi pas mal d'entreprises maintenant qui font intervenir même des clients dans leur journée pour montrer que le client est là. Il faut vraiment le toucher et aller le voir. Et c'est comme ça qu'on matérialise des choses. Parce que parfois, quand on dit, tiens, on avait le cas avec un de nos clients qui nous disait, voilà, il y a des clients qui sont en panne sur telle solution. Alors, je ne dirais pas laquelle. Et donc, en fait, il disait, bah, voilà, oui, il y a une panne. OK, d'accord, très bien. Et que le jour où on a commencé à mettre en place des enquêtes de satisfaction et qu'il y avait le verbatim avec la réaction du client et que c'était plus un numéro anonyme, mais c'était vraiment quelqu'un qui se plaignait, là tout de suite c'est autre chose. Et là on se dit non mais c'est pas possible, si j'étais à leur place, à ce moment-là ce serait pas pareil. Et ça crée forcément cette empathie. Ouais, je suis Alors, d'accord. Il y a une espèce de distance qui s'est créée et que parfois, le client, tu dis, c'est quoi? C'est une ligne dans mon fichier Excel. En fait, c'est pas forcément matérialisé alors que le client est une vraie personne. tout à fait. Alors, justement, là, si on arrive sur le début de notre échange, on avait parlé ensemble l'importance de faire jouer l'intelligence collective pour faire évoluer en fait l'entreprise. Alors, justement, toi, tu as quand même un très large panel maintenant de solutions qui sont dans ton catalogue. Alors, quelles sont un petit peu tes suggestions et tes idées pour faire évoluer sa relation client, l'expérience client qu'est-ce que tu préconises? Est-ce que tu as des startups? Comment tu penses qu'il faut lancer cette démarche? Bon, effectivement, du coup, il y a la partie qu'est-ce qu'on peut faire en interne, où du coup, on ouvre les chakras, on regarde d'autres secteurs d'activité, on interroge nos clients, évidemment. Mais il y a aussi la partie, est-ce qu'on peut aller s'adosser à des startups? J'ai envie de vous dire oui, évidemment. C'est même ce que je préconiserais. Il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui font des choses incroyables sur plein de sujets et même des sujets de la relation client qu'on méconnaît. L'autre jour, j'ai quand même eu la refonte des CGV pour que ça devienne le premier support client. Et en fait, c'est hyper Waouh! intéressant. C'est très, 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 très smart. C'est là que tu te dis, mais en fait, non, ça touche à plein de choses et il y a plein d'entreprises qui font des choses incroyables. Donc oui, il y a cette fameuse boîte qui refont tes CGV. Ça s'appelle In Clear Terms.
Mhm. Très smart. Moi, j'aime beaucoup l'émotion et effectivement, je pense que de par mon expérience entrepreneuriale, j'étais en contact direct avec les clients et en plus avec des clients qui étaient très en colère, il faut le dire. Ouf. Euh, Ah oui, comme oui, avec Lugage, c'était en fait pour les gens qui ne connaissaient pas, Lugage, c'était un service en fait qui donnait une valise temporaire aux gens qui avaient perdu leur bagage lors de voyages avec des compagnies aériennes, grosso modo, si je résume. Exactement. Et nous, on parlait directement avec les clients qui, du coup, venaient de s'apercevoir qu'ils n'avaient pas leur valise pour leur séjour. Donc, je peux vous dire que la charge, elle était assez élevée. Je parlais de charge mentale et de pression pour les équipes, puisque forcément, les clients ne sont pas très contents. Néanmoins, rien n'est irréversible et c'est surtout ça ce que j'ai vu. Et en tout cas, ce que j'ai vu, c'est que c'est bien la relation humaine, de parler avec son client, de lui répondre en instantané, d'utiliser les mêmes mots que lui. Moi, j'aime bien utiliser beaucoup de superlatifs. Je comprends vraiment, etc. OK, je traite ce sujet-là et dans 2 minutes, je vous promets que je vous réponds à cette première question, machin. Mais le fait de délivrer une expérience physique en format pansement, en fait, ça marche très, 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 très bien. Et ça, moi, aujourd'hui, je le fais beaucoup et je le recommande beaucoup avec la startup Jeudi Merci. Jeudi Merci, c'est du marketing offline où, en gros, à un moment dans ton cycle de vie client, tu vas te dire, OK, bah, j'envoie des emails pour leur dire, maintenant, bien, bravo pour votre première commande. Oh, bon anniversaire, Marine, etc. Mais à quel moment, et surtout quand il y a eu un irritant, à quel moment je réintègre un envoi physique et une attention physique. Le pire de cette histoire, c'est que ça coûte même pas un bras et que c'est l'attention et l'intention qui comptent en réalité. Et ça marche très, très, très bien. Ah oui, mais d'ailleurs, il y avait une étude qui était assez intéressante, qui a été menée par Uber il y a quelques années de ça, et quelques mois de ça, 1 an et demi à peu près. Et ils avaient indiqué que sur tous les efforts qu'ils avaient faits, il valait mieux en fait s'excuser par email plutôt que d'offrir un bon de réduction. Et c'était vraiment assez intéressant de se dire que les gens n'attendent pas forcément de l'argent, mais ils attendent de l'attention. Et montrer qu'on compte pour eux et montrer qu'on peut s'excuser. Et ça, c'est essentiel. Ah ouais, moi, je suis totalement contre les promos ou même genre demander à tes clients de changer un avis après avoir résolu leur litige, etc. Ça, moi, je déteste. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. Mais... Ah, parfois, en fait, je sais qu'il y a certains de nos clients qui le font parce que tout simplement, quand il y a un avis qui a été très négatif, qui a été fait sous le coup de l'émotion, souvent c'est sous le coup de l'émotion et c'est souvent lorsqu'il n'y a pas eu un espace en fait d'échange entre le client et la marque, par exemple, pas d'enquête de SAT ou pas d'enquête derrière et la personne, se trouve dans une situation d'injustice et à ce moment-là, en fait, elle se dit: «Bah, je veux que j'expose mon problème» ou alors, ce qui arrive encore plus souvent, c'est que, la réponse est trop longue à attendre et la personne dit: «Vous avez promis de me répondre à telle date, vous ne l'avez pas fait, je vais aller exposer mon problème sur les réseaux sociaux» et c'est pour ça Ouais, en mais fait. l'émotion à l'instant T, elle reste quand même Mmh. légitime. Je suis OK pour updater et modifier, mettre update depuis voici Mmh, ce qui mmh, s'est mmh. passé. Maintenant, quand on nous appelle pour nous dire, ouais, mais en fait, maintenant qu'on a résolu votre problème, est-ce que vous pouvez supprimer votre commentaire? Eh ben, je ne vais pas faire le geste que j'ai envie de faire. Mais alors, moi, jamais de la vie, je fais un truc comme ça. C'est bien fait pour toi et c'est tout ce que tu as mérité. C'est tout. Ouais, oui, de toute façon, ça montre bien qu'il y a des dysfonctionnements. À chaque fois, en fait, c'est que moi, ce que je dis toujours, c'est que le client qui est réclamant n'est pas un emmerdeur, mais c'est quelqu'un justement qui cherche, entre guillemets, à vous aider. Parce qu'en fait, il a détecté un problème. S'il cherche comme ça à faire une réclamation, c'est que c'est important. Et pour combien de personnes qui réclament, combien de personnes ne font que simplement se quitter et partir de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'il faut véritablement mettre en place cette démarche d'écoute dont tu parles. Donc ça, c'est une première chose, l'intelligence collective, aller chercher ailleurs les meilleures idées. D'ailleurs, en idée aussi, il n'y a pas très longtemps, on avait échangé sur le principe enfin, pas avec toi, mais avec une autre personne, sur le principe des messages vocaux pour fidéliser. Tu l'as dit, cette petite attention, je dis merci, où tu reçois un cadeau un petit peu original, c'est vrai que tu dis, ah waouh, mais c'est aussi le message personnalisé, par exemple, avec les messages vocaux. Alors, ça passe souvent pour du message personnalisé, même si c'est pas exactement des messages personnalisés. Mais en tout cas, ça a un impact réel sur la fidélité parce que la personne elle reçoit sur son téléphone un petit message et elle se dit: «Ah tiens, ils ont pensé à moi». Alors quand c'est bien fait, tu dis: «Est-ce que vous avez un problème technique?» et cetera et on voit bien que ça a un véritable impact sur le réachat, la fidélité.
Ouais, mais Alors, aussi, il y a une énorme tendance sur le canal voix, tu vois. Moi, je bosse pas mal aussi avec Zion. C'est vraiment très intéressant. Et on le voit que même entre nous, on se fait des audios maintenant sur WhatsApp. Tu te fais un vocal, même sur LinkedIn, on s'envoie des audios parce que ça permet de gagner du temps. Et je trouve qu'il y a énormément de tendances là-dessus. Je parlais avec Echo aussi, qui, en fait, et nous, on le faisait chez Gage, au lieu de récolter un verbatim écrit, on avait des enregistrements audio avec les clients. Et du coup, tu te dis, entre si Frédéric prend 30 secondes pour écrire ce qu'il a pensé de l'entreprise versus si Frédéric fait un vocal de 30 secondes, mais en fait, le contenu, il n'est pas du tout le même et le contenu est beaucoup plus riche dans le vocal. Donc, vraiment, après, moi, forcément, je suis biaisée par le format voix puisque j'adore les podcasts, mais vraiment, je trouve qu'il y a un énorme avantage et le fait de faire un vocal à ses clients, oui, pourquoi pas. Je trouve ça pertinent. ouais, et puis au niveau des innovations technologiques, on voit bien en fait que le format analyse des conversations téléphoniques commence à prendre de plus en plus d'importance et devient de plus performant. D'ailleurs, tu vois, j'ai relayé ce matin sur mon LinkedIn une petite étude qui a été menée par Gong. Je ne sais pas si tu connais, c'est une solution en fait qui analyse les appels sortants en temps réel, mais plutôt des appels commerciaux, gong.io. Et donc, en fait, ils ont fait une étude sur près de 90 000 enregistrements. Alors, dans tout le monde entier, mais c'est quand même assez intéressant. Et ils expliquent que si tu dis en fait dans ton appel sortant, vraiment un appel sortant en froide prospection, comment ça va, tu as près de 7 fois plus de chances de décrocher un rendez-vous. Et d'ailleurs, si tu dis aussi dès le départ, dans ton rendez-vous, enfin ton appel de prospection, je vous appelle pour, avec le sujet, ça permet de multiplier par 2 le temps de prise de rendez-vous. Et donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on voit bien que des choses qui étaient un petit peu du domaine de l'intuition, du domaine en fait, voilà, je pense que plutôt il faut dire ci, plutôt dire ça. Et ben en fait maintenant tu vas pouvoir rationaliser les choses. Là c'est beaucoup utilisé dans le domaine du service client parce que, enfin du service client appel sortant pour vendre, parce qu'en fait ça a un impact réel sur les ventes. Mais de plus en plus ça va arriver aussi au niveau des services clients et on voit avec les solutions comme tu l'as dit d'analyse de la parole au service client. Et ben en fait on va pouvoir distinguer les bonnes, les mauvaises pratiques, avoir du quality monitoring, quality management en temps réel et pas juste faire du picking en fait sur quelques conversations. Alors, donc là, on a parlé un petit peu des outils, aller chercher un petit peu la créativité, les bonnes pratiques. Si l'on parle maintenant des collaborateurs, souvent ce sont eux qui sont au cœur d'un moment waouh, d'une bonne expérience client. Donc toi, tu l'as dit en introduction, c'est important de créer un moment de vérité. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'une entreprise ou d'une conférence sur laquelle tu es intervenu pour justement faire ce fameux avant-après pour que il y ait cet aspect de se dire OK, il y a vraiment eu quelque chose qui change dans l'entreprise. Le client est vraiment au cœur, quoi. Oui, bah écoute, notamment il y a quelques semaines, je suis intervenue chez Howdens, qui est une marque de cuisine qui m'a l'air pas mal du tout. Je ne peux pas changer ma cuisine là maintenant, mais ça m'a l'air pas mal. Et du coup, leur sujet, c'était que ils avaient fait face à une période d'hyper-croissance et que on est sur une organisation où tu as des dépôts, tu as des post-it. Et comment est-ce qu'on fait quand on passe de 10 clients par semaine à 1000 clients par semaine et qu'il faut se réorganiser et tout gérer? Et comment on remet le client au cœur de l'organisation pour que, à la fin, ce ne soit que du positif? Parce que forcément, on va dire que c'est un problème de riche, sauf que ça peut très vite se transformer en problème tout court. Donc ça, c'était très intéressant. Et ce moment qu'on a créé ensemble, il est passé par aller rechercher des statistiques, interroger en fait leurs clients, mais aussi leurs artisans, chose qu'ils ne faisaient pas. Ils n'avaient pas fait de capture d'écran à un instant T de quelle est la SAT, CLI de leurs artisans et leurs clients finaux, mais aussi quels sont les volumes, quel est l'impact de la e-réputation des clients qui postent des avis sur les réseaux sociaux, parce qu'on est sur une cible dépôt manager.
bon, bah, ils connaissent Facebook, Instagram, TikTok, etc. Mais bon, bah, ok, les fiches Google, bah, ça sert à quoi? Oui, bah, il y a forcément des gens qui gueulent, il y a des gens qui disent que c'est bien, bah, tant mieux, et so what? Et ben non, du coup, il faut montrer que c'est pas une fin en soi, surtout, c'est pas une fatalité et que les gens sont pas cons pour être cons. Je reviens à ton sujet de tout à l'heure et que quand ils mettent un avis négatif, c'est que vraiment, il y a Il un y a généralement une bonne raison. Eh oui, voilà, c'est pas juste parce qu'ils ont envie de passer leur nerf sur vous, les gars, quand même. Donc ça, c'était intéressant. Et faire intervenir aussi, donc sur la partie collective, donc il y a eu des personnes de l'extérieur, les clients, les artisans, mais aussi des personnes extérieures, et aussi en interne, de montrer que même si c'est un peu, c'était pas ironique, mais il y a eu des personnes qui ont été confrontées à des grosses réclamations clients qui n'ont pas été traitées correctement et qui ont été pris en charge beaucoup trop tard, et où en fait, tu as le dépôt manager qui monte sur scène et qui dit, bah, en fait, là, j'ai merdé, et je me rends compte que ce que j'ai fait, la façon dont ça a été traité, c'est totalement ridicule parce que ça aurait pu être désamorcé dès le départ. Et donc maintenant, je fais comme ci, comme ci, comme ça. Et en fait, le fait d'entendre un de leurs confrères, si je puis dire, parler de ce qui s'était passé. Alors forcément, au début, tout le monde se moque de lui, un peu ironiquement, machin. Mais à la fin, tout le monde se dit, bah ouais, mais en fait, c'est très humble. Et je pense qu'en relation client, il faut faire preuve d'une grande humilité pour partager ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait de moins bien, et en tout cas, toujours avoir cette volonté de s'améliorer. Donc ça, c'était très intéressant. Mais encore une fois, c'est après, à la fin de cette session, c'est « et so what ?» Ouais, mais c'est exactement, tu vois, le sujet qu'on avait, échangé ensemble, qui était, le livre «Ces moments qui comptent». Pour créer un véritable moment, il faut, comme tu l'as dit, qu'il y ait une prise de conscience, et cette prise de conscience vient des clients, vient, tu l'as dit, des artisans, mais aussi de l'interne, et quand les gens, en fait, finalement, ça va faire un cheminement dans leur tête et ils vont se dire: «OK, mais oui, il faut vraiment que ça change», et derrière, justement, il faut, comme tu l'as dit, il faut les actions. Alors justement, c'est une très bonne transition. Justement, dans tes 49 épisodes de podcast, tu as eu quand même pas mal d'intervenants de qualité, de très grandes entreprises, des plus petites. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples des dernières interviews qui t'ont marqué avec quelques bonnes pratiques? On avait parlé de Bayard, on avait parlé de Nathalie Namias de DPD. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques 2, 3, 4 interviews avec des idées que l'on pourrait éventuellement reprendre dans certaines entreprises? Alors, bon, pour ça, il faut aller écouter les épisodes, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, et je travaille dur pour recenser toutes les idées, et ça, on en parlera plus tard. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de notions. Moi, en fait, en termes de leadership et de culture du changement, oui, il est vrai que Catherine Veillé-Michelet de Bayard est quand même une femme incroyable, avec une sacrée personnalité. Et je ne peux pas vous dire qu'elle a fait un truc précis en interne. Bien évidemment qu'elle a changé des choses, mais en tout cas, c'est la posture qu'elle a. Et au-delà des idées, c'est le positionnement qu'on prend en tant que responsable de la relation client, directeur, directrice, etc., qu'on prend au sein de l'entreprise, et à quel point, en fait, on prend la tête des autres et on la met dans la ME BIP. Voilà. Clairement, c'est ça. Et pour moi, Catherine, on est un très bon exemple. Ensuite, oui, il y a Nathalie Namias. Voilà, elle est arrivée chez DPD France. Bah, il n'y avait rien hein, au début. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que elle est assez pragmatique. Elle va te dire, tu as 100 jours pour faire tes preuves. Ah oui, Donc, mais ça c'est tout à fait vrai. Il y a un excellent livre que je vous recommande de lire, c'est 90 jours pour réussir sa prise de poste, qui fonctionne très bien, que l'on voilà. soit à un nouveau poste ou que l'on change de poste dans l'entreprise. C'est un des bouquins essentiels et ça va éviter énormément de problèmes aux gens qui changent de boulot, qui font un premier travail, parce que parfois on se rend compte qu'on fait pas bien les choses. Enfin bref, c'est Ouais, c'est mais voilà, sur des approches comme ça, un peu voilà, les 100 jours, les effets miroirs entre les collaborateurs et les clients, de se dire, en fait, Frédéric, est-ce que tu aimerais que je te fasse ce que là, tu es en train de me faire? Non, alors pourquoi tu le fais? C'est comme un enfant, en fait. Hein. On en revient à ça. Et ensuite, là, récemment, il y a l'épisode avec Yves Rocher et Sophie Maurras qui est sorti, très, très intéressant sur le fait de rendre autonomes les clients. Alors, Yves Rocher est effectivement sur un positionnement très accessible en termes de produits de beauté. Néanmoins, ils font quand même des choses qui sont
assez forte et tu as cette possibilité d'avoir un parcours full self-service ou entièrement personnalisé avec des humains, etc. Et donc, elle explique comment est-ce qu'elle a modernisé sa relation client. Alors, bien évidemment, ça passe par des FAQ, par des bots, de l'intelligence artificielle, la voix, etc. Mais vraiment, toute cette méthode et ce process de modernisation et quelles vont être les futures étapes. Ensuite, il y a quand même Namtran qui, à l'époque, travaillait chez The Couples, qui avait fait, je crois que ça doit être le 3e épisode du podcast. Donc, c'est vraiment dans les tout premiers qui m'ont fait confiance et où le son n'était pas encore de très, très bonne qualité, mais c'est pas grave. Il est quand même très intéressant. Où du coup, qui parlait de comment il avait monté avec iAdvise sa communauté qui répondait. Donc, du coup, ce n'était pas des chargés de clientèle qui répondaient au chat en ligne, mais du coup, c'était pas des vrais clients non plus, mais des personnes extérieures, des ambassadeurs, voilà comment ils les appelaient. Donc, je ne sais plus comment, c'est la communauté IBU, je crois. Oui, en fait, ça marche pas mal sur des produits très de marque. Par exemple, tu l'as aussi chez des trucs d'enfants, je crois que c'est Petit Bateau ou un truc comme ça. Et donc, en fait, ça marche très bien quand tu as des communautés d'experts comme l'informatique où les gens ils veulent vraiment aider les autres. Ça, c'est des trucs ou le bricolage aussi. Ça, c'est des secteurs où ça fonctionne très bien, ces communautés d'utilisateurs. Tout à fait, tout à fait. Et puis, après, il y a plein d'autres épisodes. Et je pense que le plus intéressant, c'est aussi d'aller identifier quel est le cheminement intellectuel et de les écouter en mode j'ouvre tout, je me laisse porter. Et puis, parfois, ce sont des bribes d'informations, mais limite des trucs qui vont durer 10 secondes sur l'épisode, qui vont te faire tilt et où tu te dire ah ouais, mais en fait, ça, ce serait pas mal. Et c'est tout l'intérêt du format podcast. Ouais, si tu veux un très bon intervenant, c'est Vianney Leveugle de Géodis qui, à chaque fois, ses interventions sont très, très pertinentes. En fait, il a mis en place justement, ce dont on parlait tout à l'heure, une démarche et une culture client chez Géodis. Ils sont passés d'une culture, comme tu parlais tout à l'heure chez le cuisiniste, qui était très orientée SAV à un véritable service client orienté client, avec une démarche à la fois sur des outils et les méthodes. Parce qu'un peu comme toi, tu vois, à l'époque, il y avait les gens qui étaient sur les quais, ils étaient avec leur téléphone portable, comme ça, en train de dire partir à droite à gauche, et ils se sont rendus compte que non, ça ne pouvait plus suffire. C'était certes agile, c'était certes pratique, mais c'était plus ce qu'ils voulaient. Ils voulaient que l'expérience client Géodis soit vraiment différente. Et donc, tu vois, ils ont commencé par équiper tous ces gens-là dans une salle avec des ordinateurs, avec des logiciels, avec un casque et tout ça. Ils ont eu 2 jours de formation au siège pour expliquer pourquoi c'était important, etc. Donc, un moment de vérité, encore une fois, un moment de vérité, ils sont extraits du quotidien, ils vont là-dessus, on leur explique pourquoi. Il y avait un truc de serious game pour monter en compétences. Ils avaient ensuite mis des enquêtes de satisfaction, ils avaient changé la solution de centre de contact, etc. etc. Et c'était vraiment passionnant parce qu'on voyait bien que ce n'était pas juste une démarche avec un seul point, mais il y avait bien 6 points qu'ils avaient identifiés, le centre de contact étant l'un, il y avait aussi la facturation, etc. Donc, Vianney, si tu as l'occasion de l'interviewer, tu verras, c'est quelqu'un de vraiment très, très intéressant au niveau de. Merci pour cette reco. Ouais. Alors, donc là, on avait dit qu'on se ferait une petite séance rapide. On a un petit peu dépassé notre timing. Si on veut en savoir plus pour toi et pouvoir consulter le podcast, ton site internet, est-ce que tu peux nous en dire quelques petits mots sur toi et sur tes services et sur le podcast? Yes. Alors, donc déjà, le podcast, vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast sur le site internet leclient-podcast.fr, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute, Deezer, Apple Podcast, Spotify, iTunes. Oui, iTunes aussi, YouTube même. Vous tapez le client podcast ou vous tapez Marine Deck, du coup, ça va remonter. C'est une petite vignette orange. Je ne l'ai pas là. Non, je n'ai pas là. Une petite vignette orange. Vous allez voir ma tête et donc vous pouvez consulter tous les épisodes du podcast. Moi, vous pouvez directement venir me contacter principalement sur LinkedIn. Je réponds très rapidement. Donc Marine Deck, D-E-C-K. Et puis ensuite, qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? 1, je fais le podcast. 2, je fais des conférences. 3, je fais des missions de conseil. 4, j'accompagne des startups dans la relation client et je leur permets de rencontrer des grands groupes. Et 5, du coup, dans les mois qui vont venir,
je vais sortir une boîte à outils du client, une boîte à outils qui est entièrement basée et qui prend ses sources dans le podcast. Donc, j'ai agrégé l'entièreté du contenu du podcast et je vais continuer à le faire au fur et à mesure des futurs épisodes qui vont sortir pour les mettre dans cet univers qui va vous permettre du coup d'avoir vraiment toutes les étapes clés de façon transversale, c'est-à-dire de se dire demain, je veux lancer un programme de feed, et bah boum, étape 1, étape 2, étape 3, voici ce que Nam Tran de The Couples a dit à propos des programmes de feed, ce que Delphine Bourseau de My Little Paris a dit, etc. Et en fait, en insérant du coup tous les propos qui ont pu être évoqués sur le podcast. D'accord. Alors, cette boîte à outils s'adressera plutôt donc à des PME, à des entreprises qui sont de moindre taille qu'une grande entreprise qui peut faire appel à tes services, c'est ça? Entre les deux? Ouais, entre les deux, ça va avoir différentes vocations. Pour les petites entreprises, TPE, PME, ça va vraiment être la boîte à outils avant de passer à un format consulting. Si tu prends le TJM aujourd'hui d'une boîte de conseil en relation client, donc clairement, la boîte à outils sera un tarif beaucoup plus accessible et te permettra d'être autonome sur ta montée en compétences et déjà de poser des bonnes bases. Et ensuite, pour les plus grandes entreprises, pour moi, cette boîte à outils, elle a un vrai potentiel parce qu'elle permet d'être diffusée aux collaborateurs. Aujourd'hui, en fait, le podcast Le Client, clairement, c'est un outil de veille, de benchmark pour ouvrir les chakras de tous vos collaborateurs. Je sais qu'il y en a beaucoup qui mettent le podcast dans tous les LMS, les newsletters internes, relations clients, etc. Malheureusement, ça bientôt, ça sera plus possible puisque du coup, ça deviendra payant. Aujourd'hui, on génère du contenu pour sensibiliser, pour former, acculturer vos collaborateurs, etc. Donc, cette boîte à outils comprendra aussi le fait de pouvoir onboarder ses collaborateurs, ouvrir leur chakra et augmenter leurs connaissances sur la relation client. Ok, merci Marine pour toutes ces informations. Donc, rendez-vous sur le podcast ou rendez-vous sur LinkedIn ou sur Internet. À bientôt. Bye, à bientôt.